Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Vous êtes porte-parole du Parti communiste dont aucun membre n'a signé la tribune que publie cet après-midi Le Monde, qui s'appelle « Sortir de l'impasse », qui est co-signée par des intellectuels et politiques socialistes et écologistes, parmi lesquels Martine Aubry et Daniel Cohn-Bendit, et qui est extrêmement dur contre le gouvernement, contre le projet de refonte du Code du travail de Myriam El Khomri, mais aussi sur le discours de Manuel Valls sur les migrants, qui est qualifié de indécent discours de Munich. Alors, pourquoi aucun signataire communiste Non, nous sommes de tout cœur. Alors pourquoi ne pas avoir signé? Tout simplement, on n'a pas été sollicité directement. Nous l'aurions été, nous aurions signé. De... Non, mais je pense que c'est un texte qui va dans la bonne direction. C'est un texte qui va dans la bonne direction. Il y a à la fois une pétition citoyenne qui fait aujourd'hui plus de 400 000 signatures. Il y a un débat sur le projet El Khomri précisément. Oui, sur le projet El Khomri, mais ce texte a raison de redonner la cohérence, parce qu'il y a le texte El Khomri, on va peut-être en parler un peu. Il y a tout ce qui va se passer sur la renégociation de l'assurance chômage. Et puis, il y a de nouveau des coups de talonnette et de menton de Manuel Valls. Mais là, donc tout cela dessine un projet libéral autoritaire qu'on connaît bien. Ça va bien au-delà de l'économie. Vous êtes d'accord sur la formule indécent discours de Munich pour qualifier le discours de Manuel Valls sur les migrants? À chacun ses formules. En tout cas, ce qu'il a fait en Allemagne a donné une piètre image de notre pays, qui n'a aucune leçon à donner et qui manque le rendez-vous de la solidarité, de la main tendue et j'ai envie de dire, d'une tradition humaniste et de solidarité qui devrait se dégager de notre pays, ce qui n'est pas le cas. On va revenir sur le projet de refonte du Code du travail. Les syndicats se sont réunis hier. Ils n'ont pas décidé de manifestation commune ni de grève. Ils ont noté 2 points durs sur lesquels ils demandent au gouvernement de revoir sa copie. Les conditions de licenciement d'une part, le plafonnement des indemnités de l'autre. Ce sont les mêmes que ceux qui vous irritent? Il y a beaucoup de choses. On est dans un moment de vérité. Les syndicats se retrouveront la semaine prochaine. Il y a aussi les organisations étudiantes et lycéennes. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de dissensions, en tout cas sur la marche à suivre. Je pense que ça passe en 2 temps. D'abord, il faut faire une opération de vérité, de décryptage sur le contenu réel de ce projet de loi qui est très grave. Aucun gouvernement de droite n'était allé aussi loin. C'est vrai. Donc le patronat vit véritablement un rêve éveillé. Après le pacte de responsabilité, le CICE, c'est véritablement open bar, j'ai envie de dire. Ils sont servis plus que de raison. Et donc là, il y a un moment très important de vérité, on touche à l'os et on va voir donc s'il y a une contre-offensive. Mais ça ne sera pas une contre-offensive pour défendre des totems. Il faut aussi qu'on soit en capacité de dire quels sont les nouveaux droits. Quel est le code du travail dont on veut? Parlons de sécurisation Ça, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que la préservation des droits acquis n'a pas conduit la France où elle en est, c'est-à-dire avec un chômage qui continue d'augmenter, alors que chez nos voisins, où les droits acquis ont été diminués, où la flexibilité a été augmentée, le chômage aussi régresse. Oui, mais il faut voir pour quel résultat en termes de réalité du travail. Tout dépend ce qu'on met derrière. Tout dépend ce qu'on met dans le travail. Mais vous savez, aujourd'hui, mais c'est un retour au passé. Je vais vous répondre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on propose que des apprentis mineurs de moins de 18 ans puissent travailler jusqu'à 40 heures par semaine. On propose le retour au travail journalier, à la tâche. C'est là que je dois être choquée. Non, je pense que peut-être revenir au maître des forges ne va pas vous... Non, je crois que la caricature ne fait pas avancer. Non, mais je pense vraiment que c'est un projet, mais on va faire la vérité sur ça, que c'est un projet extrêmement régressif et archaïque. J'écoutais ce matin, pourtant ce n'est pas une référence classique. Jacques Attali, oui, c'est ça? Tiens, Jacques Attali, oui, qui ne voterait pas le projet. Mais véritablement, c'est un retour au 19e siècle. Voilà. Donc on va en débattre. Vous savez, notre peuple est intelligent. Vous êtes en accord avec Jacques Attali? Notre peuple, oui, c'est une information de Talk. Notre peuple est intelligent. Il était en capacité en 2005, on s'en souvient, d'une grande campagne publique de décryptage d'informations sur le traité constitutionnel européen. Il faut faire la même chose sur ce projet de loi El Khomri et le débat va avoir lieu. Est-ce que vous souhaitez que ça aille jusqu'à la grève? Est-ce que vous souhaitez un mouvement comparable à celui de 95 ou même à celui contre le CPE? C'est aux organisations syndicales d'en décider. Elles se retrouvent la semaine prochaine, mais je sens à travers différents moments sur les 48 dernières heures qu'il y a la possibilité dans notre pays, notamment concernant le peuple de gauche, le monde du travail, d'une contre-offensive pouvant aller vers véritablement des initiatives que nous on souhaitait depuis longtemps, y compris sur la loi Macron, mais qui là peut-être vont émerger dans l'espace politique et social, c'est-à-dire de reprendre la main et ne pas laisser faire ça. Oui, mais concrètement, ça veut dire
dire manif, grève? Bien sûr, moi je souhaite qu'on Vous puisse souhaitez avoir ça? une mobilisation Vous sociale souhaitez de très une- grande ampleur, c'est-à-dire notre pays a fait la démonstration, on a tous en mémoire le CPE, qu'il était possible de renverser la table sur des sujets qui touchent à l'essentiel, c'est-à-dire dans quelle société voulons-nous vivre. D'accord. Jean-Marie Le Guen, lui, n'a pas du tout dit la même chose que Jacques Attali. Il a accusé une certaine gauche d'être à la fois dans le déni et la démission, de vouloir faire perdre la gauche. Y a-t-il deux gauches irréconciliables, comme le dit Manuel Valls? Est-ce que la rupture est Concernant le clan Hollande, Valls, Le Guen et compagnie, oui, c'est un clan gouvernemental qui n'a plus rien à voir avec les idées. Qui défend les intérêts de qui? Oh, ben aujourd'hui, c'est une expression insultante. Aujourd'hui, le clan Hollande-Valls défend très concrètement les intérêts du patronat. Et il y a y compris la droite qui ne cesse d'applaudir projet de loi après projet de loi. Ce que par contre n'est pas irréconciliable, c'est l'électorat de François Hollande du premier tour à l'élection présidentielle et de l'électorat de gauche, de l'écologie politique qui ne veut pas de cette politique-là, parce que vous n'en trouvez, c'est un petit problème dans la crise de la politique, aucune trace dans les engagements du candidat Hollande. Donc je sens qu'il y a dans le peuple de gauche, il bascule d'un moment de sidération, on ne s'attendait pas à tout ça, à un moment de contre-offensive, tant mieux, nous y voilà. Eh bien, il y a une façon de vérifier si vous avez raison ou tort, c'est d'accepter la proposition de Jean-Christophe Cambadélis de faire une primaire de toute la gauche pour désigner le candidat à la présidentielle. Vous l'acceptez? Il s'est pris les pieds dans le tapis, puisque pendant longtemps, la direction du Parti socialiste ne voulait pas en entendre. Ils ont deux difficultés, l'opinion publique est très favorable à l'idée de primaire, et c'est inscrit dans leur statut. Donc nous souhaitons un processus permettant de renvoyer toutes les questions qu'on évoque ce matin dans le débat populaire et citoyen. Et que ce soit aux gens eux-mêmes de définir le socle politique de cette primaire et la manière de l'organiser. Ça n'est pas au Parti socialiste et à sa direction de venir nous donner des leçons d'organisation de la primaire, alors qu'on le sait bien, ils n'en veulent pas parce que François Hollande n'est plus le candidat naturel. Ouais, ils n'en veulent pas et ils vous la proposent. Écoutez, je participe à des réunions qui se tiennent tous les jeudis, avec les initiateurs des appels. On a vu arriver la semaine dernière un représentant officiel du Parti socialiste. Je n'ai pas le sentiment qu'il faisait preuve d'un fol enthousiasme. Est-ce que Pierre Laurent doit être candidat ? Le secrétaire national du Parti communiste français a l'ambition d'être très utile sur la prochaine période pour les convergences les plus larges. Et la manière dont nous nous inscrirons dans ce processus, les communistes en décideront et Pierre Laurent interviendra. Bien. Au régional, la division de la gauche au premier tour a souvent permis au FN de se hisser à la seconde place au deuxième tour, devant le PS, reléguant le PS en troisième place. Alors, le FN n'a gagné aucune région à cause du mode de scrutin, ce qui fait qu'on peut avoir 3 candidats au deuxième tour. À la présidentielle, il n'y en a que 2. Vous prendriez le risque de faire élire Marine Le Pen ? Vous avez raison de revenir sur ce sujet-là, parce qu'il y a eu le choc des régionales, on l'a tous dit, avec Marine Le Pen flirtant avec les 30%. Moi, j'ai peur d'une atomisation de la gauche dans ce pays, avec un scénario PACA, Nord-Pas-de-Calais à l'échelle nationale. C'est pour ça qu'il faut travailler un projet de gauche, une candidature commune de gauche pour déjouer ce cauchemar-là. Une candidature commune, donc, avec le PS, si possible. Avec toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans l'indispensable alternative à la politique catastrophique qui est menée. Il y a, vous savez, je fais la différence entre la direction du Parti socialiste et l'électorat socialiste qui ne voulait pas de cette politique et qui est contre les mesures d'austérité, contre la loi El Khomri, par exemple, très nettement. On ne peut pas dire qu'au régional, ça vous est vraiment réussi de partir en solo, hein. Je pense il est où l'appétit du peuple de gauche pour les mesures radicales ? Mais vous avez raison que les élections régionales n'ont pas permis ça. Et c'est justement pour ne pas rejouer ce scénario-là que nous appelons au rassemblement le plus large. Et la loi El Khomri va être une mise en jambe très importante pour 2017. Alors, dernière question, il y a aussi les législatives après la présidentielle. Alors, puisque vous avez fait des scores médiocres, pour être poli, régional en partant seul, est-ce que vous voudriez discuter avec le PS, partir unis, et si oui, quel est le calendrier idéal ? Le calendrier idéal, c'est que les citoyens puissent décider d'ici la fin de l'été les grands axes d'une politique de gauche. Puis une candidature commune sur ce mandat populaire qui ne peut pas être la poursuite de la politique Hollande-Valls et Cambadélis. Une candidature commune des gauches radicales à la primaire ? Non, je ne veux pas une candidature de la gauche, je veux une candidature de tous ceux qui se reconnaissent dans l'idée de gauche. Tout ça est à refonder, à reconstruire. Et après qu'on puisse avoir un mandat pour les 5 prochaines années pour une politique de gauche. Mais encore une fois, nous sommes dans une situation de recomposition politique. Il faut re-questionner avec tous ceux qui sont intéressés l'idée même de gauche et de progrès. Donc en fait, ça veut dire avancer les discussions sur tous les plans, projets, candidat à la primaire et candidat aux législatives avant l'été.
tout au moins le socle politique partagé avant l'été. Parce qu'il faut, et avec une idée qui fait la différence avec tout ce que peuvent dire les autres aujourd'hui, si des centaines de milliers de gens ne s'en mêlent pas, c'est mort. Olivier D'Artigol, merci et bonne journée. Merci.